On faisait de la spéléo et de la fouille clandestine en Fumélois. C'est-à-dire on prospectait dans la région de Fimel avec quelqu'un qui s'appelait Monsieur Rucker, qui était dentiste, et qui apparemment connaissait ta mère, je ne sais plus par quel biais. Et à ce moment-là, vu qu'on commençait un peu à dépasser un petit peu les bornes normales de spéléologie, il nous a dit, puisque vous voulez faire de l'archéologie, moi je vais vous trouver un stage. Et je connais Madame Guichard aux Aisy, et c'est comme ça que je l'avais rencontré, ta mère, la première fois. Il nous avait amené, il y avait André Morala, il devait y avoir Rufino Pineda, il devait y avoir Alain Quintard. Prendre un contact aux Aisy et voir pour les campagnes de fouilles. C'est comme ça que, pour moi, je pense que c'était en 1970 ou 72 qu'on est venu comme ça faire de l'archéologie aux Aisy, faire à Logerie. Voilà, exactement. D'accord. Donc vous avez appris à fouiller, bon, puis... Oui, c'est-à-dire que bon, la première campagne, bon, c'était le b.a.-ba de la fouille, bien entendu, mais également, je me souviens à l'époque, il y avait déjà des travaux sur la route qui passait juste devant Logerie. Il y avait ce qu'on appelait une tranchée production d'eau du gardien, M. Labourie, qui avait un autre nom qu'on appelait Cabécou. Et à ce moment-là, tout simplement, il y avait une tranchée et ta mère avait surveillé ça, avait récupéré pas mal de sédiments dans la tranchée de l'eau. Et après les fouilles, elle nous a demandé si on voulait bien l'aider à tamiser. Et on était allé plusieurs fois à campagne, continuer à, disons, à tamiser, à travailler dessus. Et ça faisait aussi l'occasion pour nous de poursuivre surtout ce que moi je retiens de ta mère, c'est surtout l'étude, disons, la formation à la lecture du caillou, je dirais. D'accord. Oui, oui, oui. Donc... Bien sûr de la fouille, mais aussi, parce que bon, nous on ramassait déjà dans les champs, on voulait savoir ce qu'on a trouvé, on voulait comprendre, et elle a eu toute une démarche, moi j'ai trouvé très pédagogique, et moi qui j'ai trouvé excellente, d'apprentissage de la lecture du caillou, quoi, voilà. Oui, oui, d'accord. Et il y en avait du coup dans les sédiments en question? En pagaille. En pagaille, et donc bon, comme nous, on était vraiment des gens qui ne connaissions pas, on faisait attention, on récupérait tout, et puis après on avait du mal à s'y retrouver. Et chaque fois qu'on revenait, pour nous, c'était un plaisir, parce que bon, tout ce qu'on avait trouvé, on ne savait pas l'interpréter. Si tu veux, pour nous, c'était la personne qui nous traduisait tout ce qu'on avait, le travail qu'on avait fait, qui nous faisait prendre conscience un peu de ce qu'on trouvait ou ce qu'on pouvait trouver. Oui. Ok, ok, ok. Et mon père, tu as eu l'occasion d'aller dans le Bergeracois à l'époque? Non, moi, ton père, quand je suis arrivé, il venait de terminer les campagnes en Bergeracois. La seule chose que j'ai fait une fois avec lui, c'était au niveau de Barbas, au niveau du hangar qui est le plus vers le sud. Il y avait un problème de clôture qui ne tenait pas. On est allé travailler une demi-journée, mais très très peu de temps. Franchement, sur le terrain, j'ai peu vu ton père sur le terrain. D'accord. Et tu connais par ailleurs, mais ça c'est off, Eric Boyda qui avait Bien repris... sûr. Qui a repris Barbas. disons Barbas par la suite. Ça, ouais. Bien entendu, il n'y a pas de souci là-dessus, je le connais bien. Ok. Moi, le Bergeracois, pour moi, c'est, disons, quelque chose... Bon, j'ai connu à travers les collections qu'avait ton père, discussions qu'on a pu avoir, mais si tu veux, sur le terrain, je n'ai pas du tout participé à cette partie. Et alors, quand tu es rentré au musée, par rapport à l'usine à gaz que c'est devenu, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de monde, vous étiez fort peu nombreux. On était très très peu nombreux. Moi, je me souviens, les gens qu'il y avait à l'époque, il devait y avoir... Bon, Lagor, c'est sa femme. Oui. Il y avait Madame Daubis. Il devait y avoir, bien sûr, Roger Rousset. Ton père, ta mère qui faisait plutôt les scolaires à certains moments, et de façon en plus un statut un peu bâtard, exactement. Et il devait y avoir tout jeune qui est arrivé juste un peu avant moi, Jean-Georges Marcillot. Et puis une jeune secrétaire qui est maintenant, qui s'est mariée à Sarlat, qui travaille toujours à la mairie de Sarlat, qui est à la retraite. Et après, moi, la personne que j'ai eue après, c'est Madame Magnanou, qui est encore toujours au musée. Qui est arrivée toujours au musée, qui est la secrétaire, si tu veux, la dernière, je pense, qu'a eu ton père comme secrétaire, et qui est toujours secrétaire encore au musée des d'accord. Son mari travaille aussi. Ouais. Mais son mari, à l'époque, était électricien, était extérieur. Et maintenant, il travaille au musée. Travaille au musée. D'accord. Bien, bon, bah, déjà, c'est pas mal. Et alors, sur le plan de la personnalité de mes parents, bon, c'était... Il gueulait un peu ou pas trop, mon père? Non. Ton père, si tu veux, c'est peut-être celui que j'ai le moins cerné, parce qu'il était un peu plus distant avec le personnel que ta mère. On n'avait pas eu le même rapport. C'est-à-dire que nous, on avait des rapports, si tu veux, d'élève à maître, je dirais, avec ta mère. Ce qu'on avait, moi, j'ai pas eu avec ton père. Différemment, j'ai eu plutôt des rapports d'ouvrier à patron. Enfin, c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça. Ouais. C'est pas du tout ça, mais c'était un peu différent.
Non, ça se passait plutôt bien. Moi, j'ai pas de grosses choses. Moi, après, j'ai souhaité partir parce que, tout simplement, j'étais gardienne de musée et je voulais essayer de sortir du système. Et malheureusement, le système français est tel que c'était extrêmement compliqué. Donc, à ce moment-là, moi, j'ai eu une opportunité de partir. Ça a été au musée de Caboret. Oui. Et à ce moment-là, je suis parti à Caboret. Puis après, j'ai continué à Bordeaux, ainsi de suite. Mais c'était surtout pour essayer d'avoir une promotion, essayer d'avoir une promotion sociale. Mais moi, ce que je dois dire, si je fais de la préhistoire, c'est grâce à ta mère. Et les bases que j'ai, pour moi, c'est ta mère à 100%, quoi, parce que moi, je suis un spécialiste des cailloux, de la lecture de ces objets. Moi, j'ai fait avancer un peu le domaine sans vouloir jeter des fleurs sur un domaine qu'elle ne connaissait pas, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas, tout simplement, et que personne n'a vu l'idée de le faire. Ta mère était quelqu'un qui était capable de nous faire lire les cailloux. Moi, j'ai une anecdote amusante et que je trouve hyper intelligente de la part de ta mère. C'est que elle disait que on devait être, si on voulait comprendre ce qu'était qu'un caillou, il fallait être capable de le lire sans le voir. Et une de ces démarches, c'était de nous mettre un caillou dans la main, les bras dans le dos, de le faire manipuler, essayer de trouver, pas au toucher, ce que c'était. Et je pense qu'on a beaucoup appris, parce que si tu veux, la vision, il y a toujours une déformation, un flash que tu vois, et tu as une image qui se fait, et ça te bloque souvent ta réflexion. C'est-à-dire, tu as la première image, c'est blanc, c'est noir. Alors que là, si tu veux, tu as une analyse en profondeur, tu essayes de comprendre un peu toutes les parties, toutes les formes, et je trouvais que c'était une démarche particulièrement intéressante, quoi. Ouais. Et après, nous, ce que j'ai développé, et ce qu'a développé aussi André Morala, c'est elle avait étudié tout ce qui était la taille du caillou, l'utilisation, et choses comme ça, mais on ne s'était jamais intéressé à l'origine de la pierre qui avait été travaillée. Et en travaillant là-dessus, ça nous a permis de toucher un domaine qu'on pensait ne pouvoir jamais atteindre, c'est surtout le territoire parcouru. C'est-à-dire aujourd'hui, on est capable, grâce à cette méthode, de savoir que le caillou vient de Bergerac, vient de Brive, vient de tel endroit, et ça a ouvert un espace, je dirais, territorial que l'on n'avait pas à l'époque. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que moi, il me semble qu'elle léchait les silex des fois pour dégager des... Alors, ce qu'elle léchait les silex, c'était notamment pour la notion de patine. C'est-à-dire que pour savoir si les objets sont plus ou moins contemporains, il y a une altération qui se fait en surface. Cette altération, c'est un changement de couleur. Mais le problème, c'est que si on met la langue dessus, il y a la porosité qui apparaît en plus. Et donc la langue colle, c'est beaucoup plus vieux parce que c'est encore plus poreux. C'est une altération plus poussée que s'il y avait un simple changement de couleur. Et c'était une approche tactile. On revient au tactile de tout à l'heure, hein, cette idée de... Mais valide, quand même, malgré tout. Oui, valide. Okay. Empirique. Empirique, mais valide. D'accord. Et tu as eu droit à des séances dans le bureau là-haut, des fois, parce que c'était sympa, je me souviens. C'était très enfumé d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais moi, ce que je garde aussi, c'est une image assez... Je me rappelle une engueulade monumentale, mais ça, c'est une connerie quand on est jeune aussi. À l'époque, il y avait encore au musée, dans la salle la plus haute, il y avait encore les blocs gravés et les vitrines de Peyronnie, des vitrines en bois avec les objets à l'intérieur. Et elle était en train de nous montrer, nous expliquer des vitrines. Et sous les vitrines, il y avait des blocs gravés. Et bien que je sois un peu plus grand que les autres, comme je suis derrière, je voulais voir. Donc j'ai mis les pieds sur un des blocs gravés. Donc j'ai entendu la suite en long, en large et en travers. Une sérénade. Ouais. Je me rappelle aussi de balades dans Combarel aussi. On nous avait amené voir Combarel. C'était vraiment c'est des souvenirs qui sont vraiment très très sympas. Bon, pour démarrer campagne, il faut revenir au problème Guichard-Borde. Oui. En définitive, si tu veux, je pense que ton père a négocié avec le marquis de Campagne la donation du château à l'État. Bon. Ça, c'est indubitable. Ouais. Devant Maître Amery. Oui, voilà, ça a été réglé, et ainsi de suite. Pas de souci là-dessus. Seulement, si tu veux, à ce moment-là, je pense qu'il y a eu des discussions avec François Borde, mais ça, je ne maîtrise pas du tout cette partie-là. Pour le devenir de ce château, puisqu'il était légué par rapport à l'archéologie, donc ces choses étaient bien cadrées, bien ciblées. Après, il y a eu le clash entre ta mère essentiellement et puis François Borde. Tout à fait, avec une lettre incendiaire, ainsi de suite. Donc voilà. Et à ce moment-là, si tu veux, c'est à ce moment-là que ton père avait plus ou moins, je ne sais plus si c'était juste avant ou juste après, lancé le projet de campagne. Et l'idée de campagne, c'était de faire des laboratoires de préhistoire. Et en définitive, on a mis 30 ans, et on y est arrivé. Oui, c'est l'INRAP qui était là. Bon, alors c'est pas dans l'esprit de ton père, mais on est arrivé au bout de ce qui avait été prévu, c'est-à-dire il y a dans les locaux du château de campagne, pas dans le château, mais dans les communs, peu importe,
c'est assez amusant, parce que les communs, c'est là où on a commencé à faire Bah l'archéologie. oui. Donc, bon. Et les collections que j'ai sont posées dans les communs de campagne. Donc, tu vois, en partie, donc, la boucle, je dirais, est presque bouclée de ce côté-là. Et à ce moment-là, donc, cette friction a fait que le projet ne pouvait pas aboutir. Bord a fait à tirer à boulet rouge. Et a empêché que tout puisse se faire sur campagne. Sous le prétexte, en grande partie, qui pose toujours le même problème aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer. Le temps a passé, mais les gros problèmes restent toujours. C'est-à-dire que campagne, c'est une très bonne idée. Le problème, c'est que c'est très loin du centre universitaire. Et c'est quand même relativement éloigné d'un peu partout. Alors, ce que Bordeaux avait peur, c'est qu'il y ait un petit peu une partie de Bordeaux qui vienne là. Donc lui, il avait déjà fait la maison François Borde, qui ne s'appelait pas comme ça, mais l'Institut, c'était pas lui qui l'avait fait, c'était Malvesin, mais qui était à cet esprit, pour tenter de faire une université d'été, qui n'a jamais fonctionné, mais qui a fonctionné par le biais de la SERP, la Société Études de Recherche Préhistorique des AISI. Et à ce moment-là, si tu veux, bon, c'est tombé un peu à plat. Après, ça a traîné très longtemps, et ça a débouché maintenant avec pas avec le pôle, avec l'INRAP, c'est-à-dire l'archéologie préventive, où pour une fois, l'État, la région et le département ont réussi à se mettre d'accord pour faire quelque chose de complet. Et chose amusante, le musée est en train de rentrer dans le système et va se retrouver encore une fois là. Donc on a mis 35 ans pour un projet. Mais à mon avis, c'était un projet, je pense, qui à l'époque était, si tu veux, peut-être un peu trop idéaliste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a pu se faire parce qu'il y a l'INRA, parce qu'il y avait tout un personnel à temps plein d'archéologues qui font des travaux de terrain, qui avaient besoin d'une base. Alors qu'à l'époque, si tu veux, il n'y avait que quelques chercheurs, beaucoup moins qu'aujourd'hui, qui étaient au CNRS à Bordeaux, et on ne voyait pas trop comment les faire venir par rapport au musée des Aisies. Et puis à l'époque aussi, le musée des Aisies n'avait pas l'ampleur qu'il a pris aujourd'hui. Ce qui fait que il a fallu attendre que tous les organismes aient leur propre vie, leur propre évolution, pour qu'à un moment, disons, le fruit est mûr. Donc c'était trop tôt. C'était trop tôt. Oui, mais c'était une bonne idée. La preuve, on y est arrivé, mais c'était trop tôt et c'était pas à maturation. Ouais. Mais je pense que, pour en revenir à ça, moi, un des grands regrets que j'ai, c'est que ton père a eu beaucoup de projets. Il y a eu le projet de la forge aussi. Il y avait aussi le projet d'extension du musée. Et je pense que là, il y a eu un mauvais coup qui lui a été fait. Parce que moi, j'étais pas à la fin, mais moi, à un moment, je sais qu'il y avait un projet de faire un musée, non pas où il a été agrandi aujourd'hui, mais qui était sur la falaise au-dessus, sur le plateau, je crois que ça s'appelle l'Écugne, juste au-dessus. Et je sais que ton père avait cette idée qui, moi, je trouvais excellente, parce que ça protégeait complètement le paysage et le village, je disais ça, le fossilisé. Et son idée, c'était de faire un tunnel depuis le château, à travers la falaise, et ressortir sur le plateau. L'avantage de ça, c'est que ça a évité d'avoir l'engorgement qu'on connaît aux Aisies. Parce que là, sur le plateau, on pouvait faire un énorme parking, faire un musée bas, donc, et à extension relativement facile, puisqu'on avait un grand plateau relativement large, une vue splendide sur la vallée, et en même temps faire la liaison entre les deux. Mais je pense que ce qui l'a beaucoup gêné, je ne suis pas sûr que ce soit uniquement ça, c'est le fait qu'il soit en même temps maire. Parce que ce moment-là, elle a eu, disons, la levée de bouclier des commerçants, qui n'ont jamais voulu qu'il fallait que le musée soit dans le village. Parce que si disons, le centre d'attrait se déplace, pour eux, c'était une perte. Et moi, je pense que c'était un tort, parce qu'en définitive, ça aurait fait un village qui aurait été peut-être plus vivant, avec peut-être moins disons, de voitures qui passent aujourd'hui, mais ça peut se faire avec un petit train, ça peut se faire avec diverses moyens de raccordement. Et je pense qu'on a une autre qualité de musée et d'extension. Parce qu'en définitive, ce projet a été largement combattu par un des conservateurs des Antiquités nationales de Paris, parce qu'il ne voulait pas que ce musée des Aisies puisse s'élargir. Et donc il a essayé de trouver le projet qui était le plus contraignant pour que ce musée soit limité en extension. Et la solution, c'était de le mettre dans la falaise, sachant qu'on avait une certaine partie du terrain et qu'ensuite on n'allait pas démolir le village pour l'agrandir. D'accord. Ouais, voilà, un petit peu. Moi, ma vision, elle est ce qu'elle est, mais. Ouais, d'accord. Parce que ton père, pour l'extension, il s'est battu pendant des années, mais il y a eu plusieurs projets. Et notamment ce projet qui, moi, je trouvais qu'il était super. Mais il a eu un autre souci aussi, parce que tout simplement, c'était encore une fois, les techniques ont avancé ou autre. Je crois qu'il y avait eu des tests de fait pour percer le fameux tunnel qui était, et ça posait d'énormes problèmes, parce qu'il y a une dureté de rocher dans cette zone qui était particulière, alors que maintenant, bon, le tunnelier, ça se fait. Voilà. Mais ça avait l'avantage de garder l'ancienne structure à peu près comme elle était,
je ne dis pas la fossiliser, mais disons, et en même temps ouvrir sur quelque chose de plus large, et ça donne de plus facile à gérer que ce qu'on a fait, où malgré tout on est dans un système qui est très bien adapté. Je pense que le projet architectural est une réussite, parce que bon, c'est bien intégré malgré tout. Au début ça a été un peu ça, mais bon, malgré tout ça s'est pas trop mal passé. Mais on est dans un système fermé, ce qui est toujours un problème pour le musée. Je crois que Kai, Ruchowski et Michel Seurat me disent que de toute façon, effectivement, Saint-Germain n'avait pas vraiment envie que ça prenne trop d'ampleur, parce que le musée national est à Saint-Germain, et là, il fallait que ça reste un musée de région, de site. Oui, mais le problème, c'est que Saint-Germain n'a pas pris les bonnes coches, et à mon avis, ils se sont fait rouler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, je pense que s'il y a un musée qui a vraiment un musée national, c'est le musée Zézy, c'est plus celui de Saint-Germain. D'accord. Ouais. Alors là, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est que le nouveau directeur, lorsqu'il est arrivé, il a eu une politique extrêmement vigoureuse d'acquisition. Oui, ça j'ai bien compris. Et donc récupérer les collections d'autres. Ce qui fait que, profitant du projet d'agrandissement, il a pu récupérer, et surtout par ce biais-là, récupérer beaucoup de collections en disant, de toute façon c'est un grand musée, il faut avoir le matériel pour le présenter, et ainsi de suite. Il a enrichi les collections, et aujourd'hui, c'est le musée de référence avec pratiquement toutes les collections du bassin aquitain, et même d'autres régions. Et alors que Saint-Germain n'a pas eu cette politique d'acquisition, et en définitive, se trouve un musée qui est pratiquement fossilisé. D'accord. C'est à peu près ça. Voilà un peu le... Et en plus, bon, aux Zézy, malgré tout, on fait beaucoup plus de visiteurs que Saint-Germain, il faut aussi le savoir. Donc, on prend une image qui est relativement importante dessus. Donc, c'est faux l'histoire de la chute des fréquentations. Disons, par rapport à tes parents, il y a une chute, mais je pense que c'est une chute globale. D'abord, cette chute, elle est liée à plusieurs choses. Le système de comptage du nombre de visiteurs qui est un peu différent, ainsi de suite. Ensuite, il y a eu... Il y a une offre touristique qui s'est voilà, développée. C'est ce que j'allais dire. Aux Zézy, à l'époque, il y avait le musée, fond de gomme et de bricoles. Maintenant, si on regarde autour, il y a 50 possibilités. Il n'y avait pas les canoës, il n'y avait pas tout un tas de choses. Donc, même à tourisme équivalent ou même un peu plus fort. Il y a une subdivision des choses là. Il y a aussi un impact beaucoup plus fort des privés. Je pense notamment à Touron, avec, qui a une capacité, le département aussi qui s'est formé énormément, avec des billets jumelés ou des publicités ce qui fait que toute cette population s'est dispersée. Mais ça ne, mécaniquement, mais en définitive, c'est pas grave, c'est pas grave. Il y en a moins, mais en définitive, c'est pas... il n'y a pas une baisse de fréquentation sur les Zézy, c'est l'offre est plus large, et puis en même temps, les gens fonctionnent plus de la même façon. Le tourisme, autrefois, les gens venaient passer 15 jours, 8 jours, 10 jours. Maintenant, on fait un jour ici, un jour là, un jour là. Donc, en plus, on se rend compte qu'on est très tributaire, peut-être plus que par le passé, du temps. S'il fait mauvais, les gens vont se mettre à l'abri. Par contre, s'il fait très beau, ils vont aller se baigner, ils vont aller voir, ils vont profiter des autres offres qui sont là. Donc, il y a tout ça aussi qui rentre en ligne de compte. Certainement, Et puis de nos jours, il y a aussi le fait qu'il y a le pôle international de préhistoire aussi qui est là en plus. C'est-à-dire qu'on continue à multiplier l'offre et le tourisme, on ne va pas le faire accentuer. Aux Zézy, on est à saturation les 2 mois de juillet-août. Oui, mais je croyais que le pôle de la préhistoire, c'était pas vraiment c'est pas un concurrent frontal dans la mesure... Non, c'est pas un concurrent frontal, mais souvent il y a des gens qui vont passer par là. Ils se disent, bon, mais nous on a vu notre partie préhistoire, forcément, oui. Il faut aussi savoir qu'il y a eu des études de fait. Les gens qui viennent en Périgord, c'est pas pour la préhistoire. Je crois que c'est entre 1 et 2% les gens qui viennent pour la préhistoire. Ils viennent pour les paysages, pour la nature, pour la bouffe, pour se baigner. Et la préhistoire, c'est à la fin. Donc, si tu veux, oui, on est passé, on a vu la statue, on a vu de bricoles, et puis voilà. Voilà. Ils s'intéressent un petit peu, mais enfin, si tu veux... c'est toujours pas, ils ont un budget qui est de plus en plus serré, il faut dire, rentrer aux histoires. C'est-à-dire que quelqu'un, s'il a 20 € à dépenser par jour, bon, s'il se laisse prendre pour un autre truc, il ne viendra pas amuser, même si on a des prix relativement bas ou autre. En plus, la préhistoire, c'est quand même quelque chose d'un peu austère par certains côtés. Et il y en a qui préfèrent aller voir une grotte ornée, qui à mon avis est plus accessible, plus émotivante. Oui, en même temps, il y a l'émotion, Rouffignac, il y a le train, enfin, il y a plein de possibilités. Un musée, c'est une démarche aussi de rentrer à l'intérieur. Et puis il y a l'image des musées qui sont pas très très bonnes. Voilà. Et au niveau muséographie, sans partir dans les détails, mais moi je l'ai vu qu'une fois, le nouveau, mettons 1 an après l'inauguration.
d'aucuns disent que c'est quand même pour les gens vraiment intéressés, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas forcément assez de vulgarisation pour le coup. Autant il y en a trop peut-être chez Touron, il peut y avoir du tout, du n'importe quoi. Oui. Autant là, on est dans une espèce d'austérité et de rigueur scientifique tout à fait formidable, mais du coup, ça fait, moi, je pense que ça fait beaucoup de silex. Non, ça, je pense qu'il y a de ça, mais ce qu'il y a aussi, c'est que c'est toujours le même problème quand on a un grand projet de type musée des Élysées, comme ça a été fait. C'est que la plupart du temps, on met les moyens sur le bâtiment, on met les moyens sur... Et puis à la fin, le peu qui reste, ça fait la muséographie. C'est-à-dire que le budget muséographie s'est rétréci comme une peau de chagrin, et en même temps, elle s'est comprimée dans le temps. Tout le retard pris dans le reste. Donc ce qui fait qu'il a fallu qu'on monte le musée en moins de 4 mois ou 5 mois. Je parle de la partie muséographie. Même si on y avait préparé, mais enfin, il y a quand même superficie ou autre. Donc on a pu ouvrir rapidement, comme ça avait été prévu, puisqu'on avait une volonté politique d'ouverture rapide, mais pas mettre en place tout ce qu'on voulait mettre en termes d'audiovisuel ou autre. Il y a quand même pas mal d'audiovisuel par rapport à ce qu'il y avait autrefois et ailleurs qui sont bien, mais c'est vrai qu'on aurait souhaité aller plus loin. Mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'une fois qu'un établissement de ce type est ouvert, le robinet à sous s'arrête assez souvent. C'est-à-dire qu'après, quand on va demander d'avoir des audioguides, qu'on va demander à faire ceci, cela, pour retrouver des crédits, c'est difficile, parce qu'à ce moment-là, il y a un autre gros projet qui pompe une grande partie des crédits ailleurs et qui fait qu'on est un petit peu le parent pauvre. Alors on essaye à l'heure actuelle de modifier certaines vitrines, d'arranger les choses comme ça, et on fait un effort sur les expositions temporaires où on essaie de faire plus de pédagogie, plus de choses comme ça. Si tu veux, ce qui est évident, c'est que le plan de faire des laboratoires à campagne, il a été repiqué pour le CNP. Je ne sais pas si l'argent suivait derrière, mais l'idée, elle a été repiquée là-dessus. Guéna a dû aider aussi. Oui, voilà, il y a aussi toutes les pressions politiques, toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Et c'est vrai que le CNP est apparu à ce moment-là. Ouais. Après, les DRAC, c'était des organismes qui étaient naissants. Il y a eu des grands travaux pour créer les DRAC, mais je ne sais pas si... Au niveau financier, je ne sais pas. Mais c'est certain que, à mon avis, s'il y a eu de l'argent à Périgueux, ça ne m'étonnerait pas, par rapport au CNP. Alors moi, je sais que, moi j'étais parti avant l'arrivée de Jean-Jacques Légué-Merle. Je sais que ça s'est assez mal passé, mais de très loin, puisque moi j'étais à Cabroret déjà. C'était aussi quelqu'un qui à l'époque était très impulsif, je dirais, qui avait aussi besoin de se positionner en arrivant dans le coin. Ton père avait quand même une position qui était de notable. Oui. Voilà, donc si tu veux, ça, à mon avis, ça a dû jouer un rôle relativement important là-dedans. Et moi, j'étais très très loin de tout ça, j'étais à Cabroret. Bien sûr. Parce que l'idée au départ d'avoir pris la mairie, d'avoir tenté la mairie, c'était quand même, j'imagine, hein, pour créer une synergie et avoir plus de... Oui, je pense avoir plus de moyens, de manettes aussi par rapport... et puis aussi, je pense que c'était un moyen de, malgré tout, de moderniser le village. D'une certaine façon. Oui. C'est-à-dire que d'un côté, il y avait le musée qui allait changer, disons, se moderniser, ainsi de suite, et de l'autre côté, un village qui apparemment dormait paisiblement, quoi. Le peu de souvenirs que j'en ai, c'est ça. Parce qu'il faut quand même reconnaître que au niveau de l'aménagement du village, il y a quand même beaucoup de choses qu'a fait faire ton père et qui ont été très utiles et qui continuent à être très utiles, quoi. Ouais. Même si certaines choses qu'il a fait ont disparu, je pense à la piscine qui a été rebouchée. Mais enfin bon, mais là aussi c'est des histoires des piscines avec des histoires politiques diverses et variées. Mais il y a quand même des aménagements, tous les bords de la Vézère, toutes les choses comme ça qui ont joué fortement pour le tourisme, il faut être très clair là-dessus. Et il y a eu le rattachement à la mairie de Sireuil, il y a eu la Halle. La Halle qui continue toujours à être un point d'attraction important, ne serait-ce que l'été, avec ces genres de marchés paysans, de choses comme ça. Non, tout ça, c'est important. Et donc, ce qu'ils ont mal vécu, c'est à la fois l'ambiance très très tendue qu'il y a eu au niveau de la prestation, et puis même aussi la population des Aisies, j'ai l'impression, alors peut-être qu'ils étaient un peu parano, hein, je ne sais pas à quoi ils s'attendaient, mais j'ai l'impression qu'ils ont eu un sentiment un petit peu d'ingratitude. C'est possible, ça j'avoue que je... Mais plus là, le village, enfin je veux dire, pas tout le monde, hein, bien sûr, mais tu vois... Non. Mais tu sais, je crois que c'est pour tout le monde un peu pareil, quoi, si tu veux. Tu as l'impression d'avoir travaillé pour la communauté, puis la plupart du temps, les gens... Voilà. Ça passe très vite. Hein. Parce que moi, si tu veux, parce que moi j'ai fait une longue absence sur les Aisies quand je suis revenu.
J'ai eu des échos de consonantés parents qui ont été dans les deux sens. Ah, mais c'est un maire très très bien, un autre, oh, voilà. Oui. Tu vois, donc, mais c'est comme tout le monde, de toute façon, un élu n'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité dans un sens ou dans l'autre, quoi. Voilà, donc, bien sûr. ouais, parce que moi, je suis revenu, donc, oui, bien longtemps après, et j'ai ressenti ça en discutant avec les gens, tu vois. Et vous habitez où? Ah, mais monsieur Richard, je le connais bien. Ou, oh, voilà. Les deux versions. Et après, je sais qu'il y a eu les cantonales où il avait... C'était votré, oui. Votré, Ouais. Mais bon, c'était assez prévisible, dans une, comme tu dis, dans une circonscription de gauche. Autant sur les Aisies, c'était jouable, mais après, il y a le contrepoids, surtout que c'est Saint-Cyprien. En termes de population, c'était pratiquement... C'est plié. Piqué d'avance. Hein. Bon, ben voilà, écoute, on a dit l'essentiel. Qu'est-ce qu'on pourrait aborder d'autre vite fait avant de terminer? L'ambiance, à la fois sur les fouilles et dans les communs de campagne, ça doit être quand même assez sympa, je pense. Oui. Sur la fouille, c'était très sympa, mais après, commun de campagne, c'était très 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 chouette parce qu'en plus, nous, on était une équipe qui arrivait tous de Fumel du Lot-et-Garonne. On était, en plus, les premiers temps, on était la majorité tous des fils d'ouvriers. Et même si ça revenait pas très cher les fouilles, il fallait trouver l'argent. Et là, c'était ce fameux monsieur Rucker qui nous payait une partie des... Non, il nous donnait une subvention, si tu veux. Et ce qui fait qu'on vivait vraiment en communauté, c'est le cas de le dire. Et je me souviens des camemberts divisés en 14, des trucs comme ça, où on avait fait des gabarits. Mais bon, il y avait des trucs hyper sympas, quoi. Bon, la pêche. Ah, quand même un point de détail extrêmement important et grave, si c'est vrai, je sais pas, c'est peut-être vrai. Qui c'est qui m'a dit que finalement Logerie ça n'a jamais pu être publié? Bon, d'abord parce qu'elle s'est peut-être noyée dans la préparation. Je peux te dire exactement où elle s'est noyée. Et il paraît qu'elle a merdé au niveau du point zéro général. Oui, mais ça c'est impossible parce que je me souviens qu'il y avait un clou sur la terrasse bétonnée. Non, mais le problème, si tu veux, je t'explique. Je croyais que précisément. Oui, alors le problème, il est là. Vas-y. Mais c'est pas ce clou. Ce clou, il y est toujours, c'est pas un problème. Seulement, on faisait des niveaux à ficelle. Oui. Et ces niveaux à ficelle, on les remettait au point zéro. Oui. Le problème, c'est que des fois, les fouilleurs n'ont pas marqué sur le carnet le numéro. Et comme d'une année sur l'autre, le niveau change. Ah, c'est pour ça qu'il y avait du conflit. C'est-à-dire, le niveau à ficelle, tu mets un niveau à ficelle. Tu mettais 3 trucs. Voilà, et tu faisais ta triangulation, et tu le mettais par rapport au point zéro. Voilà. Alors, le fouilleur, normalement, devait marquer sur le carnet 0 à moins tant de... Mais s'il ne le met pas. Ah, merde. Et alors, aucun fouilleur le faisait? Pas tous, mais il y en a. Alors, Et alors, le problème, c'est que tu connais très bien le Logerie Haute-Est, c'est très humide. Oui. Et donc, à ce moment-là, dans l'hiver, la ficelle cuisine, parce que c'était souvent de la ficelle cuisine, elle était cuite. Donc, l'année suivante, on le remettait. Mais on ne le remettait pas forcément au même endroit, aux mêmes hauteurs. Et donc, ce qui fait que tu as toujours des... Puis après, c'est un vrai bordel. Ouais. Si tu veux, je pense qu'il y a... Donc, toutes ces années de fouilles ont été perdues. En grande partie perdues. À cause de ça. Et si tu veux, le problème, c'est que je pense qu'elle n'a pas eu assez de rigueur à certains moments. C'est facile à critiquer après, parce que moi, ça m'est arrivé sur mes chantiers aussi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être très prudent de revérifier les carnets pratiquement d'une année à l'autre. Alors, si tu les ranges, ce qui arrive, parce qu'elle passait à autre chose ou un truc comme ça, tu fais pas gaffe et après la connerie, elle est faite et elle est difficilement... Après, c'est dur à rattraper. Voilà le problème majeur. C'est pas un béaba, c'est des conneries qui arrivent. Donc, à part la récupération des objets, quasiment du coup en vrac, on peut dire, mais on n'a aucune notion de... Enfin, une notion... On a vague, si, on a des notions très vagues. On sait à peu près qu'on a un tel Magdalenier, mais on n'a plus les corrélations comme on devrait les avoir. Parce qu'on m'a dit aussi, il faut dire que c'est un site extrêmement difficile. Ah, mais c'est tout à fait aussi ce que j'allais te dire. Plus difficile et voilà. Surtout dans la parce zone... qu'il y a plein de gens qui ont fouillé. C'est surtout en plus parce qu'elle a fouillé dans des zones que les gens n'avaient pas fouillé. Si notamment le fameux Carix 11. Oui, tout ça. Ouais. Alors, ce qui se passe, si tu veux, c'est que le fond de l'abri, c'est toujours des zones très compliquées parce qu'en définitive, quand les sédiments arrivent dans une partie concave, ils vont se glisser tout doucettement. Et donc, la stratigraphie, elle est difficile à suivre. Et puis c'est là où vont se mettre les fouisseurs, les bazars comme ça, donc ça ne facilite pas les choses. Mais ça, c'est la nature. Et elle a fouillé dans cette zone parce que c'était une berne qu'avait laissée François Borde et qui risquait de tomber puisqu'il y a des arrivées d'eau à l'arrière et ça risquait de faire ça. Et ensuite, elle a travaillé sous le rocher. Il faut s'imaginer qu'un rocher de 400 ou 200 tonnes tombe sur des couches. Ça les a tassés. Ce qui fait que elle a travaillé dans des endroits extrêmement compliqués. En plus, pour les niveaux, c'est pas toujours très facile parce que notamment, je me souviens d'avoir travaillé sous le rocher pour lire le niveau, c'était donc ce qui fait que c'était un gisement compliqué. Elle a travaillé dans des lieux encore plus compliqués que de nature. Et en même temps, il y a eu un petit
soucis sur des problèmes de niveau de saison, je dirais, d'année par année, quoi. Voilà. Voilà un peu les choses. À la limite, il n'y a que la première année de bonne, alors, du coup, presque. Oui, oui, enfin, c'est ça. Pour Et presque, malheureusement, ouais. c'est ça le problème, quoi. Voilà. D'accord. Voilà l'histoire de... Mais les fous qui étaient longues quand même. C'était, oui, ça a duré plusieurs Oh, ça a plusieurs années. 7-8 ans, 10 Oui, ça ans. a déjà une dizaine d'années, oui, Ouais. oui. Non, et puis en plus, bon, si tu veux, elle n'avait pas beaucoup de crédit, puisqu'il y avait l'histoire avec François Borde, qui était à l'époque encore directeur des Antiquités, si je me souviens bien, au moins la première année ou les 2 premières années, ce qui n'a pas facilité non plus les crédits et compagnie, quoi. Et puis après, il y a eu donc Jean-Philippe Rigaud, mais qui était un élève direct de Borde et qui a pris, je dirais, la même position et qui en même temps a récupéré le CNP. Le sympa. Le CNP, le Centre Ah oui. national de préhistoire de Périgueux. Donc s'il y a quelqu'un qui avait peut-être récupéré, c'est... C'était lui. Ouais, je suis allé le faire chez lui. Hein. Ah ouais? Ouais, ouais. Il m'a bien reçu. Ah non, non, mais il peut être très charmant là-dessus. Hein. Oui, mais certaines fois, il y a eu des erreurs. Ah, mais tu sais, de toute façon, c'est toute la vie qu'une série d'erreurs, des uns et des autres, et à partir du moment, quelle est l'erreur ou pas l'erreur, c'est difficile. Quoi. Mais je pense que si tu veux, Guéna a joué fortement pour le CNP à Périgueux, ça c'est évident. Il avait quand même à l'époque un pouvoir politique, il était bien ancré.